Comme le MiG-15, le Yak-23 est propulsé par un turboréacteur copié sur les moteurs Rolls-Royce. C'est le seul avion équipé du RD-500, pratiquement identique au Rolls-Royce Dair-25. Plusieurs pièces du moteur sont comparées pour voir si elles sont interchangeables avec celles du Dair-20. C'est le cas des espaceurs de chambre de combustion. L'imitation soviétique est excellente, la seule différence étant la place du réservoir d'huile. L'instrumentation du cockpit est étiquetée en anglais. Pour les essais du MiG-15, le capitaine Collins avait pu bénéficier, via un interprète, des indications du pilote nord-coréen. Mais cette fois-ci, un seul interprète russe ne suffit pas, et de nombreuses commandes sont étiquetées « usage inconnu ». Pour les essais, le machmètre, le badin et l'altimètre sont remplacés par des instruments américains. Comme le cockpit du Yak-23 n'est pas pressurisé, les mécaniciens installent un système d'alimentation en oxygène avec une bouteille. Les ennuis avec celui du MiG-15 avaient poussé Collins à exiger un équipement américain. Et comme il est impossible de percer des trous supplémentaires, l'installation est particulièrement difficile. Le Yak-23 est armé de 2 canons de 23 mm type NR, N pour Noodleman et R pour Richter. C'est une version légèrement différente des NS Noodleman-Surinov qui équipent le MiG-15. Lors des essais menés à Okinawa sur le MiG-15, les ingénieurs ont découvert que les canons NS du MiG sont légers, petits et ont une cadence de tir rapide. Vic Bilek est expert en artillerie et veut savoir quelles sont les différences entre les canons du MiG et les canons type NR du Yak. Le Yak-23 nous a donné l'opportunité d'avoir non seulement un canon complet, mais qui plus est en parfait état, ce qui nous a permis d'étudier ses caractéristiques. Avec des munitions de Corée, nous avons utilisé le canon et nous l'avons même mis dans une chambre froide à moins 50 degrés. Il y avait de gros blocs de glace sur les parties mobiles. On a tiré quelques coups et il a parfaitement fonctionné malgré le gel. Nous n'étions pas surpris parce que nous avions eu les mêmes résultats lors des essais de canons similaires, les Noodleman sur le MiG-15. Une fois l'avion prêt pour les essais en vol, la sécurité est encore renforcée. Garder l'intérieur du hangar secret est une chose, mais à l'extérieur, c'est une toute autre histoire. Pour le premier essai, le Yak est remorqué jusqu'à un banc statique extérieur. Tous ces essais ont lieu à l'aube, lorsque la piste est dégagée. Les décollages se font à partir d'une piste de roulage à Patterson Field, près d'une forêt, pour limiter le plus possible l'exposition de l'avion à la vue du personnel. Au premier essai, le moteur ne veut pas démarrer. Après examen, les spécialistes consultent leurs fichiers de renseignement et en déduisent que la pompe d'allumage est défectueuse. Heureusement, les pièces du RD-500 sont presque toutes interchangeables avec celles des réacteurs Dair-25 et une pompe anglaise permet finalement de poursuivre les essais. Le moteur démarre enfin et Collins effectue les premiers essais de roulage. La piste choisie ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre lors de ces premières tentatives. On décide alors d'utiliser la large rampe de la piste 23, située au nord-est des hangars d'alerte, au risque d'être repéré. Hélas, c'est chose faite. Au bout de la piste 23, Collins vient juste de positionner le Yak dans la rampe d'attente lorsque 4 chasseurs F-86 Sabre du 97e escadron d'interception sortent brusquement des hangars d'alerte pour une mission d'urgence. Les appareils passent tellement près de Collins qu'il peut voir clairement les pilotes regarder avec curiosité l'étrange Yak.
Collins est persuadé que le secret est découvert. Nous étions tous très inquiets quand nous nous sommes aperçus qu'ils passaient très près, qu'ils pouvaient identifier l'avion et que peut-être l'un d'entre eux, connaissant la silhouette des avions étrangers, disent « Eh, c'est un avion soviétique ». Même si les pilotes ne sont pas parvenus à identifier l'appareil, ils ont probablement reconnu Collins assis dans le cockpit ouvert. Celui-ci sait que certains pilotes le connaissent et qu'ils vont sûrement se montrer curieux. Heureusement, il s'est préparé à ce genre d'incident. Il a déjà mis au point un subterfuge et décide de l'utiliser si l'un des pilotes s'intéresse à lui d'un peu trop près. Le Yak-23 a quelques similitudes avec le Bell X-5, un avion expérimental qui effectue à l'époque des essais à Muroc, en Californie. En octobre 1953, quelques semaines à peine avant l'arrivée du Yak, un des X-5 s'est écrasé lors d'un vol d'essai. La presse en a beaucoup parlé et Collins décide d'inventer une histoire autour de cet événement. Si un curieux le questionne sur le Yak-23, Collins répondra qu'il s'agit de l'autre exemplaire du X-5 et qu'il effectue des essais ultra secrets à Wright-Patterson. Comme il s'y attendait, Collins reçoit un appel d'un des pilotes de F-86 qui lui demande ce qu'est cet étrange avion aperçu lors de l'alerte. Collins raconte l'histoire du X-5. Ça leur a suffi. Ils ont demandé « Est-ce qu'on peut le voir ?» et il a répondu « Non, trop de sécurité autour de cet engin, impossible. » Ils acceptaient les raisons de sécurité. Les projets de recherche et de développement étaient souvent entourés du plus grand secret, avec accès limité, et seules quelques personnes pouvaient approcher un nouvel avion. Donc c'était tout à fait courant et ils ont accepté l'explication. Mais nous étions très inquiets qu'on découvre l'existence d'un avion russe à Wright Field. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Le subterfuge du X-5 est simple, plausible et fonctionne à chaque fois qu'on l'utilise. La sécurité est pourtant draconienne. Tous les essais extérieurs ne peuvent s'effectuer qu'aux premières lueurs du jour, ce qui n'empêche pas le programme de continuer le reste de la journée. Pendant que des mécaniciens effectuent des essais de poussée, d'autres analystes examinent les équipements qui ne servent pas à l'évaluation des moteurs. Différentes équipes se relaient et le travail est long et difficile. Souvent, en fin de journée, le travail est loin d'être achevé. Mais il y a d'autres occupations importantes. Il faut également prendre soin des 3 militaires étrangers qui ont escorté le Yak depuis les Balkans. Mais leur présence sur la base doit être tenue secrète et ils doivent rester très discrets. C'est à Bilek et à ses acolytes qu'échoue la tâche de prendre soin de leurs hôtes. On nous a encouragés à les voir, à les distraire pour qu'ils passent quelques bons moments. On allait les voir dans leur quartier pendant les périodes de repos. Et ils étaient logés dans des baraquements préfabriqués, non loin du centre de renseignement technique. On discutait avec eux comme on pouvait. On se débrouillait avec quelques mots d'allemand et le langage des signes. Ils parlaient quelques mots d'anglais, du moins l'un d'entre eux, et nous arrivions à nous comprendre plutôt bien. Avec un nom comme Bilek, vous devez bien imaginer, mon père était tchèque. J'ai des racines slaves et ça me rapprochait d'eux. Ça les intéressait. Ils voulaient savoir d'où était mon père, etc. Et comme je viens de le dire, mon père venait de Tchécoslovaquie. Ça me permettait d'être un peu plus copain avec eux. Mais bien sûr, ce qui resserrait les liens, c'était de boire avec eux, de goûter leur alcool.
Ils avaient apporté une sorte de boisson qu'ils appréciaient tout particulièrement. C'était un alcool très fort, dans le genre de l'aquavit, de la vodka. Donc, je buvais et passais quelques heures avec eux le soir. D'ailleurs, l'un d'eux, une fois rentré chez lui, m'a envoyé une bouteille en souvenir de ces bons moments. Et je l'ai gardé depuis 40 ans. C'est ce qui me rappelle aussi qu'il n'y avait pas que le travail. C'était vraiment des types bien. Cette amitié a réussi à traverser le rideau de fer, une entente qui atténue pendant un court instant les circonstances de la guerre froide. Ces rapports amicaux traduisent bien l'excellente coopération que ces trois étrangers ont apportée dans l'évaluation du Yak-23. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous donner toutes les informations possibles sur leur expérience avec les appareils à réaction. Je ne me souviens plus s'ils étaient pilotes, mais ils parlaient beaucoup de leur expérience sur jet dans leur pays. Et ils étaient très coopératifs. Qui donc étaient ces trois hommes? Aujourd'hui, leur identité est tenue secrète, de même que leur pays d'origine. Le compte-rendu officiel mentionne uniquement le fait que le Yak-23 a été prêté aux États-Unis par un pays des Balkans. Et cette région du sud-est européen comprend de nombreux pays. En 1953, il y avait 4 pays communistes dans les Balkans: la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Albanie. Ces pays étaient tombés sous l'influence du bloc soviétique juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1948, un de ces pays décide de s'en éloigner. La Yougoslavie, bien que demeurant socialiste, est le premier pays à défier Staline sans représailles. À l'époque, la Yougoslavie est dirigée par Tito. Bien que n'étant pas fondamentalement anti-russe ni même anti-Staline, il tient fermement à rester maître de son pays. Tito a dirigé la résistance yougoslave contre les nazis. Il bénéficie donc d'un soutien indéfectible de toute la nation. Il est respecté par les dirigeants du parti. Et plus important, il contrôle de près l'armée et la police secrète. En 1953, la Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie sont pratiquement sous l'autorité soviétique. La Roumanie et la Bulgarie sont contre Tito. Et le mot « titoïsme » désigne tout pays bravant le contrôle soviétique. Seule la Yougoslavie réussit à s'éloigner de la sphère d'influence soviétique. Est-ce donc la Yougoslavie qui a prêté le Yak-23 aux États-Unis? Il y a de fortes chances. La Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie avaient tous reçu des Yak-23 des soviétiques, mais pas la Yougoslavie. À l'ambassade américaine, les émissaires étrangers avaient expliqué aux responsables de la CIA que le Yak était transporté par voie ferrée vers un autre pays communiste des Balkans, en passant par leur pays. En supposant que le Yak-23 ait été transféré de Roumanie ou de Bulgarie vers l'Albanie, il devait obligatoirement traverser les régions montagneuses de Yougoslavie, ou vice-versa.
Compte tenu des relations plutôt houleuses entre Tito et Moscou, il semble avoir été le plus à même d'offrir aux États-Unis la possibilité de voir un avion de fabrication soviétique de plus près. Mais malgré ces vraisemblances, tout ceci n'est qu'une hypothèse. Impossible de vérifier si ces trois hommes étaient bien yougoslaves. S'ils sont encore en vie aujourd'hui, révéler leur identité les mettrait à coup sûr en difficulté. Quoi qu'il en soit, leur contribution au service de renseignement technique de l'air ne sera jamais oubliée. Le Yak-23 est prêt pour son premier vol d'essai le 4 novembre 1953. L'avion est petit et son poids ne dépasse pas les 3300 kg, soit près de 2500 de moins que le MiG-15. Yakovlev l'a certes fait plus petit, plus léger et plus rapide que le Yak-17, mais le nouvel appareil n'est pas un chasseur efficace. Équipé d'instruments de mesure à haute fréquence, le Yak peut renvoyer des signaux vers ce camion radio. Les signaux sont ensuite retransmis en fréquence radio standard pour analyse. Au décollage, une fois les freins lâchés, l'accélération est fulgurante. Le Yak dépasse très vite le F-86 d'accompagnement. L'accélération est telle que Collins doit rapidement agir sur le trim pour rééquilibrer l'avion après le décollage. La vitesse ascensionnelle est exceptionnelle. Le Yak-23 vire très bien et ne décroche pas facilement. Mais en poussant l'appareil, Collins découvre des problèmes inacceptables pour un chasseur à réaction moderne. L'avion n'a pas de frein aérodynamique et la décélération depuis Mach 0,8 est très difficile. À cette vitesse, la vibration des ailerons est tellement forte que les bouts d'ailes battent d'environ 20 à 30 cm. Collins a l'impression que les ailes vont se déchirer. Dans un cockpit non pressurisé, Collins aurait dû porter une combinaison spéciale pour emmener le Yak à son altitude maximale de 15 000 mètres. Mais il y a un problème. Le siège du pilote est conçu pour recevoir un parachute, et lorsque la combinaison est gonflée, la tête de Collins touche la verrière et il doit la pencher sur le côté. Impossible de voler dans ces conditions. Collins décide donc de voler sans parachute. Plus tard, il avouera que la sensation était quelque peu étrange. En tout, l'appareil effectuera 8 vols, le dernier ayant lieu le 25 novembre 1953. Collins conclut que malgré les problèmes de stabilité directionnelle et les limitations en vol à haute altitude, le Yak-23 est un appareil valable. Il peut incontestablement se défendre face à des jets de son époque. En 1953, l'Union soviétique a déjà remplacé ses Yak-23 par des MiG-15, plus efficaces. Le dernier Yak-23 sera finalement retiré du service dans les pays satellites en 1961. Le service de renseignement technique de l'air a obtenu toutes les informations possibles du Yak-23 et en majorité, les estimations étaient exactes. Les difficultés et les risques furent importants, mais la collecte des renseignements est une discipline. Rien ne doit être oublié et toutes les opportunités doivent être exploitées. Après son dernier essai, le Yak a été démonté et remballé dans ses caisses exactement comme il avait été trouvé. Le C-124 le transporta avec son escorte de 3 hommes vers le pays d'où il venait, dans les Balkans. Il ne laissa aucune trace.
L'évaluation ultra-secrète du Yak n'a été dévoilée qu'en 1991. Les séquences filmées des essais ont été déclassées en 1975, soustraction faite des mentions du pays d'origine de l'appareil. Le hangar 145 est encore en service. Aujourd'hui, il abrite des jets de transport. L'histoire est sortie du cercle du renseignement, et pourtant, ceux qui circulent à l'heure actuelle dans ce hangar ne savent rien du petit jet soviétique caché là il y a plus de 40 ans.